Maintenant, messieurs, on va passer au sujet focus du jour. Sujet focus du jour sur les essais libres et aussi des questions que beaucoup de gens se posent à propos des essais libres. Quelle est l'importance des essais libres aujourd'hui? Donc la question générale, c'est pourquoi les essais libres, c'est utile? Et dedans, vous pouvez inclure tout ce que vous voulez, c'est-à-dire pourquoi c'est utile pour les écuries, aussi pourquoi, et ça c'est souvent aussi des questions qu'on peut avoir, c'est pourquoi, par exemple, quand on voit un pilote premier en FP1, donc en essai libre 1, le vendredi matin, pourquoi des fois ça veut rien dire? Des fois, Verstappen, il peut se retrouver dixième, mais on sait très bien que le dimanche, il va récupérer la première place. Ou qu'un Charles Leclerc, il peut faire le week-end parfait 1, 2, 3, qualif, Grand Prix. Pourquoi, du coup, les essais libres, c'est important? Pourquoi, et aussi, quand vous l'avez vu dans nos précédents épisodes, aussi on parlait aussi des courses sprint qui peuvent gâcher ces essais libres. Pourquoi aussi ça remet en question les essais libres, ces fameuses courses de sprint. Et quelles sont selon vous, du coup, les évolutions que devrait apporter la FIA et la F1 pour ces essais libres? Alex, je te laisse la parole sur les essais libres. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile? Et qu'est-ce qu'il faut regarder? Ouais. Alors, les essais libres, déjà, c'est hyper important parce que les pilotes, entre 2 grands prix, font du simulateur déjà. Donc du coup, ils apprennent soit ils découvrent les circuits, mais bon, quasiment tout le paddock ont déjà, pratiqué, tous les grands prix, excepté quelques-uns lorsqu'il y avait le Grand Prix de Chine. Donc entre passer du simulateur à le tarmac réel, il y a quand même une petite différence. Et donc du coup, les essais libres, c'est aussi pour se familiariser avec le circuit, tout simplement, et aussi voir un peu les setups et les réglages à apporter pour la qualif et notamment pour la course. Et donc du coup, justement, ces setups, ça va se faire au fil de l'eau, j'ai envie de dire, et au fil du feeling et des retours de la part du pilote, hein. Chaque pilote a sa propre façon de faire, chaque pilote a ses propres retours, et après, il y a aussi les ingénieurs derrière qui calculent un petit peu quel est le bon setup qui permettra de gagner 1 à 2 dixièmes, aussi bien en qualif qu'en course. Et on peut voir, et je laisserai mon cher Yo-Yo nous expliquer un petit peu toutes les spécificités des essais libres, notamment avec toutes les avancées technologiques ou les, les capteurs qui permettent de comprendre un petit peu le circuit, la course et analyser. Mais pour ceux qui regardent occasionnellement la F1, si jamais vous zappez le vendredi lors des essais libres 1 et 2, quand il y en a et quand il n'y a pas de sprint, et le samedi matin, les essais libres 3, vous pouvez sûrement voir des monoplaces déjà avec de la peinture verte, qui permet de voir un petit peu l'effet du vent sur les monoplaces et donc du coup comment après incliner ou augmenter la taille, enfin la hauteur de l'aileron, ou comme le montre si bien mon cher Nico, comprendre un petit peu la force du vent sur l'appui aérodynamique et donc ainsi régler son aileron avant, son aileron arrière, etc. etc. Et j'ai envie de dire aussi, les essais libres, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure des essais, donc 1, 2, 3, on va pouvoir faire des réglages, sauf que il faut aussi prendre un paramètre en compte, c'est que là, les essais libres se font sous une certaine météo, sous une certaine température, sur pas mal d'aspects, mais que tout peut être rebattu lors des qualifs et lors du circuit en fonction de la météo. Faire un setup plutôt, comme on peut le voir à Monaco, où on est dans un petit circuit, plutôt ville, un setup plutôt pas orienté vitesse de pointe, mais plutôt aéro pour être sûr de bien tourner dans les virages. Là où en fait un circuit tel que, je peux prendre l'exemple de Montréal pour la semaine prochaine, on sera sur un setup quand même assez rapide, puisqu'il y a quand même de grandes lignes droites. Et donc c'est ces setups-là qui vont faire la différence en course. Je peux prendre aussi l'exemple du Grand Prix de Sakir qu'on a eu en début d'année, où on avait Mercedes qui avait un setup plutôt orienté vitesse de pointe, excusez-moi, et donc du coup qui a rattrapé la McLaren de Norris, si je ne me trompe pas, en ligne droite, sauf que Norris avait un setup plutôt aéro et donc plus rapide dans le secteur 1 et 2 qui était plutôt sinueux qu'un Lewis, et ce qui faisait qu'en fait, au final, sur un tour,
les deux étaient à peu près à équivalence en termes de temps. Et donc du coup, c'est le fait de jouer avec ce setup-là qui va permettre de soit gagner la course, soit de prendre un avantage considérable sur les tours. Et c'est aussi à ça que je vais dire, un Verstappen, il est très fort. C'est que Verstappen aussi, il a cette capacité à... Il sait il trouve ses points de repère, il va avoir son setup. Et donc du coup, je pense, il joue un petit peu sur les essais en disant, écoute, je vais pas donner mon maximum. En qualif, il fait exactement la même chose dans la Q1 et la Q2, et la Q3, il nous sort des temps comme ça, sortis de nulle part, parce que c'est là où il sait qu'il peut pousser la voiture dans ses retranchements, il sait qu'il a la confiance du circuit de par les essais libres, et la confiance de sa voiture et de ses ingénieurs dans l'aéro. Voilà pour cette partie-là. Et je vais laisser mon collègue Yo-Yo en dire plus sur ces magnifiques détails qu'on peut avoir sur les monoplaces. Exactement. Donc les magnifiques détails que l'on peut avoir, là c'est en rouge pour la steak, parce que forcément le vert ne se voit pas. Mais en gros, le fluo permet de voir par où passe l'air. Alex en parlait tout à l'heure, généralement on pense à l'aileron, mais il y a également toutes les petites ailettes que vous voyez sur la voiture, sur les côtés, le fond plat aussi. En vrai, tous les rôles de la voiture, quoi. C'est vrai que ça va vraiment voir de où passe l'air et voir s'il y a assez d'air qui passe. Le flux est assez intéressant à voir, surtout en début de saison pour ma part, je pense, où les voitures ont vraiment des voitures différentes. Parce que, comme le disait Alex, c'est libre. C'est le moment où on a le plus de temps. J'avoue, steak en rouge, c'est pas trop mal, hein. Ça fait un petit Silvereye, mais sans le niveau, quoi. Non, trêve de plaisanterie. Donc, en dehors de ça, c'est vraiment l'élément, en fait, en dehors des essais libres, il n'y a pas vraiment de temps de roulage en conditions réelles. D'habitude, les pilotes sont dans des souffleries, donc les voitures sont dans des souffleries. Et là, on teste, on voit où passe l'air, mais vous voyez jamais. On voit jamais en conditions réelles, parce que le vent vient de l'est ou de l'ouest. Il a telle puissance. Il peut y avoir de la pluie. Il peut y avoir de l'huile sur la piste, alors qu'en soufflerie, il n'y a jamais tout ça. Toutes les conditions sont parfaites. C'est un petit peu lorsqu'on va acheter une petite voiture. On vous dit, oh votre voiture, elle consomme tant, allez, 4 litres, 4 litres pour 100 km. Oui, ils ont fait des tests en soufflerie, où ils sont allés sur le circuit de Montlhéry, comme ils faisaient à l'époque. Petit ovale, et vous avez les conditions parfaites réunies un jour en plein printemps ou en plein été, sans vent. C'est un petit peu le même principe. Et là, si on regarde également d'autres photos que Nico a mis, on a également les petites barres en métal qui sont des petits capteurs, vraiment des micro-capteurs. Il y a une centaine de capteurs qui captent la pression que met l'air sur la voiture et sur l'aileron. Et ça permet de développer ensuite vraiment des petites ailettes toutes fines qu'on peut voir en tout cas changer en fonction des Grands Prix. Des fois elles sont fines, des fois elles sont plus épaisses, des fois elles sont relevées, des fois elles sont plus inclinées. Exactement, celle-ci là. Ça permet aussi de tester les suspensions, voir comment réagit l'air par rapport aux suspensions. Alors, très bonne question, ils arrivent à utiliser la soufflerie de façon à créer les conditions de certains circuits. Alors, la soufflerie, malheureusement, c'est vraiment dans une zone parfaite. C'est impossible de reproduire les conditions du circuit. En fait, ce qu'on va faire les pilotes, généralement, ou les ingénieurs, c'est tester et acquérir les données dans la soufflerie, les mettre sur simulateur, et là, voir ce que ça donne. Et une fois que tu as testé, là, ils vont se dire, bon, sur ce circuit-là, ça passe, mais sur ce circuit-là, ça passera pas. Et après, ils vont mettre les réglages en réel. Mais généralement, en réel, ça peut ne pas fonctionner. L'exemple typique, je pense auquel on pense tous, c'est Mercedes avec le marsouinage. Tout le monde s'est dit, oh la Mercedes va fonctionner. Eux-mêmes se sont dit, oh, on a la voiture la plus parfaite du circuit, du plateau. On a inventé un nouveau prototype. Et c'est tout l'inverse. Les pilotes Hamilton sont doués en pluie et pluie, ils sont pas très performants. Aujourd'hui encore, ils combattent ce phénomène-là. Et une écurie comme Aston qui n'a pas de soufflerie passe par les souffleries d'autres écuries. Alors généralement, même s'ils n'ont pas de soufflerie, ils ont quand même des données, et c'est pas des voitures propriétaires. Ils utilisent comme les aéros, donc l'Aston, quand on disait que c'est la copie de la Mercedes, c'est vraiment qu'ils partagent les mêmes données.
C'est un petit peu comme les As et les steaks aussi avec les Ferrari. Les données sont partagées. Après, c'est pas les données parfaites, les données exactes. Mais pour mettre le moteur et l'associer avec une carrosserie, il faut que tu aies un minimum de données, donc il y a un partage qui est fait. Ouais, puis en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vu que c'est du transfert de technologie. Des fois, on peut tester une version bis d'une voiture, d'une monoplace, et se dire bon bah comme ça, on voit ce qui se passe avec le même moteur et les mêmes éléments. Et après, bah du coup, au lieu d'avoir 2 voitures à tester, on en a 4. C'est un peu ce qui s'était Exactement. passé avec Red Bull quand ils avaient mis un peu tout ça dans dans AlphaTauri, où du coup il y avait un peu tout l'équipementier qui permettait de faire ces tests-là, quoi. Et en plus, il se passait les pilotes, donc du coup ça permettait de faire les tests. Et on Et peut pas d'ailleurs, oublier aussi, à l'époque, les essais libres, ça permettait aussi d'avoir des monoplaces avec des innovations qui ont, en raison de leur innovation et de leur avantage, ont été bannies. Je pense notamment avec la F1 qui était à turbine, moteur turbine, Ouais. qui mettait 2 secondes au tour à tout le monde et qui du coup a été bannie cette technologie-là parce que, j'ai envie de dire trop cheaté, heu, sur ce truc-là. On peut penser au DRS, au DRS, Ouais, au truc qu'on tient là, de ouais, Mercedes, les pour Mercedes, les... ouais. exactement, je me souviens même plus du nom, c'est Non, marrant. La nouveauté, DAS, voilà, ouais, DRS DAS, ouais. DAS, de Mercedes où en fait en tirant, le volant vers lui, ça faisait converger les roues avant pour gagner, 4-5 km/h de vitesse de pointe, en plus et donc du coup, ça a été, enlevé des suites des plaintes des autres écuries. Et donc, du coup, c'est là où c'est intéressant. Ferrari aussi, il y a 2 ans, avec l'espèce de déformation de carbone, sur le Exactement. museau, juste à partir d'une certaine vitesse, qui se remettait pour pouvoir juste créer un tout petit appel d'air pour aller gagner, chercher 1 à 2 km/h. Et c'est, aussi un peu, cette nouvelle loi, ou je vais te dire, ou cette nouvelle mode maintenant de: on va se plaindre parce que c'est trop cheaté, là où en fait c'est de l'innovation et ça apporte l'innovation justement aussi la F1, et notamment au travers d'essais libres, en début de saison du moins en cours de saison. Ouais, après, tu Ouais, as les essais libres aussi pendant les courses, ou juste avant les courses, comme tu le disais. Et là, récemment, on a vu les garde-boue chez Ferrari pour tester les traînées sur les pneus pluie. Est-ce qu'on le verra prochainement en F1 aussi? C'est la bonne question aussi, par rapport à ça. Mais si on revient sur, par exemple, le déroulement d'un week-end, est-ce que pour vous, les essais libres ont encore leur place? C'est-à-dire que par rapport au format sprint, est-ce que là, c'est le moment de vraiment rentrer dans le sujet? Est-ce que le format sprint, on sait qu'il va avoir de plus en plus de place parce que aussi ça fait plus vendre. On va dire que les gens veulent plutôt voir de la course plutôt que voir des essais libres où on teste les machines. Est-ce que pour vous, c'est un frein à l'innovation, par exemple, petit 1? Et petit 2, est-ce que aussi, est-ce qu'on va pas perdre toute la saveur de l'ingénierie de la F1 au profit d'avoir beaucoup plus de courses comme on pourrait l'avoir dans les formules inférieures ou en IndyCar? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment Yo-Yo? Je sais que tu regardes pas mal aussi les autres épreuves. ouais, alors pour moi, c'est pas un frein, mais c'est donner aux riches encore plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme, le disait dans le chat, Tyran, si tu regardes Aston, ils ont pas de soufflerie et donc ça leur permet pas de développer une voiture comme le fait Ferrari ou Red Bull. Donc là, tu limites à une sorte d'élite le développement des Formule 1 et tu leur dis: «Bon, bah, donnez, aux autres, leur votre moteur et vos technologies». Ça aide pas les autres à se développer et ça justement, cette séparation existera toujours, quoi. Alors que je pense qu'il faudrait peut-être justement revoir le système, à contrario, donner un peu moins de temps d'essais libres à des équipes comme Ferrari ou Red Bull qui ont déjà une voiture surdéveloppée et donner plus de temps aux petits. Donc parce que faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, les essais libres, c'est vraiment le seul moment de la saison, avec les essais de pré-saison, où tu as le temps de développer ta voiture d'utiliser ce temps sur la piste en réel. Hors des vagues, hors des comment on appelle ça?
hors des essais de pré-saison et des essais libres, quand tu es en pause durant la saison, tu pas le droit d'utiliser ta voiture, sauf pour 128 km. Et généralement, ce que les gens font, c'est des showdowns ou ils utilisent sinon une ancienne voiture pour essayer de développer leur voiture. Ce qui est quand même très limité et qui ne permet pas de progresser. Parce que le simulateur, comme on disait, c'est très bien, mais ça vaut pas la vraie sensation du pilote une fois que tu es sur la piste. Le seul pilote qui sait jouer du simulateur et qui peut faire du simulateur en même temps qu'il pilote, c'est le cher Maxou. Mais, mais c'est compliqué de ce côté-là. Bah après, il y a des jeunes pilotes qui arrivent à tirer profit quand même de ça. Moi, chez Ferrari, il y a eu Arthur Leclerc qui a fait quand même pas mal de simulateurs pendant Monaco. Juste avant, à Imola, il y avait le fameux troisième pilote de chez Red Bull qui s'est tapé 11 heures de simulateur pour trouver les bons réglages pour Max Verstappen. Donc ils ont préchargé toute la voiture de Verstappen dans le simulateur. Et après, le type, bah, il a fait 11 heures de simulateur sur le circuit d'Imola pour trouver les bons réglages. Est-ce que, du coup, on va avoir un compromis entre la technologie d'un côté, avec des sensations un peu bridées, parce que du coup, on n'aura pas les vraies sensations, pour optimiser, on va dire, les pré-réglages de la voiture. Et après, en fait, il va y avoir des pilotes de simulateur, et après des pilotes de course qui vont un peu communiquer ensemble pour créer la meilleure voiture. Et du coup, on va avoir des essais libres. Peut-être demain, on aura un format où il y aura des essais libres sur simulateur. Donc du coup, pendant le week-end, on va caper aussi le temps simulateur pour éviter d'avoir des dérives. Et du coup, on aura des essais libres un peu mixtes, c'est-à-dire qu'on va transformer les sprints, où là, on va inclure les sprints dans le calendrier. Les essais libres, c'est sur simulateur avec tant de temps. Et après, dans le reste du temps, bah, il y a les courses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Alors, je trouve que ça a déjà bien évolué. À l'époque, si tu retraces un peu, un pilote de F1, il avait un peu aussi une connaissance mécanique. Je cite notamment notre grand Niki Loda, qui, quand il est arrivé chez Ferrari, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou la réinterprétation du film mettant en scène la bataille entre Niki Loda et James Hunt, c'est Rush, le film exceptionnel en plus comme Incroyable. film. Qui en fait c'était un des seuls pilotes Ferrari qui pouvait se permettre de dire que la Ferrari était nulle parce qu'elle était rapide, mais au détriment justement de l'aéro, trop lourde, etc. Et donc du coup, il y avait ce pilote qui avait cette connaissance mécanique aussi pour aller chercher justement la victoire, ce genre de choses. Entre-temps, ça s'est perdu parce que là, on faisait confiance à l'ingénierie. Les technologies ont évolué. Maintenant, on est dans l'ère électrique, l'hybridation, etc. Et donc, c'est tellement complexe. On était passé même par la fameuse époque au début du V6 hybride l'ingénieur avait interdiction de donner des coordonnées à son pilote pour si jamais il avait un souci, donc c'était quand même absurde. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, c'est la suite logique des choses avec les évolutions qu'on a. On a des jeunes pilotes qui arrivent, qui font beaucoup de simulateurs. Je pense notamment à Leclerc, Albon, Verstappen, etc., toute la troupe. Ils ont cette force, et j'ai envie de dire, le simulateur apporte du bon parce que ça apporte des réflexes, la connaissance et aussi l'histoire de s'entraîner. Je citerai aussi, bah, tu vois, Gran Turismo, ça part d'un jeu vidéo et finalement, il y a un vrai pilote qui a couru au Nürburgring, etc., pendant toute une saison avec Nissan. Donc, ce qui montre aussi quand même qu'on peut passer du simulateur à la course. Un super aussi pilote, je citerai Louis Pierrot en Porsche GT Cup. Et, euh, et en fait, moi, je pense qu'un pilote expérimenté dans la simulation, mais de la très haute simulation, peut donner des conseils à un pilote de Formule 1. En revanche, on le répétera jamais assez chez les seniors, un pilote de Formule 1 a cette connaissance dans la voiture et il connaît les limites, il fait corps et âme avec la voiture, donc il sait quand il y a quelque chose qui ne va pas et surtout où il ne va pas. Je citerai notamment Kimi Raikkonen qui, à un moment donné, avait dit qu'il sentait quelque chose dans la voiture. Il avait boxé, il avait dit à son ingénieur, je sens qu'il y a quelque chose à tel endroit, tel truc. On lui avait dit non, 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 c'est n'importe quoi. Ils avaient emmené la voiture à l'usine et effectivement, ils avaient trouvé une fissure à l'endroit exact où Kimi avait mentionné justement cette faiblesse. Et donc, du coup, je pense que ça va être joué en complémentarité de une partie de simulation, que ce soit par le pilote, parce que c'est bien qu'il l'est, mais aussi par des professionnels ou des personnes expertes dans ce domaine-là. Et ensuite, après, tu vas pouvoir retransférer ça
dans la course, de la qualification des essais libres, où je ne sais pas ce que l'avenir de la F1 donnera, mais ou de l'automatisation, comme on a vu les premières courses IA 100%, quoi. Oui, c'est vrai. Petit aparté dans ce focus, mais oui, si vous n'avez pas vu des courses 100% automatisées avec des voitures pilotées par des robots, donc c'est incroyable. Parenthèse fermée. Du coup, après, c'est une question qu'on pose souvent sur les essais libres, donc sur le format d'un week-end. Souvent, on accorde aussi, quand on connaît pas forcément soit la F1 ou alors que on regarde vite fait les classements, on peut se dire waouh, c'est fou. Par exemple, lui, il a terminé troisième de la FP1, donc des essais libres 1. Lui, il a terminé, je sais pas, deuxième des essais libres 2. En essais libres 3, il est dans le top 5. Mais après, en qualification et en course, c'est cata. Comment vous l'expliquez ça? Et quel est le crédit en fait à donner aux essais libres quand on regarde les temps? Il faut regarder, enfin on rappelle, du coup on va faire le petit rappel juste avant, mais on rappelle qu'il faut quand même regarder le nombre de tours qui a été effectué par le pilote, sur quel pneu il a effectué ses tours rapides, quel rythme il a donné à sa course, est-ce qu'il était en train de tester des rythmes de course, des rythmes de quali. On pourrait aller plus loin en disant quel est par exemple Essence. ouais, combien de distance il a fait, aussi quelle est la cartographie moteur qu'il a utilisée. Donc selon vous, messieurs, quels sont les crédits à donner à ces temps qui sont réalisés sous essai libre? Est-ce qu'on doit y accorder de l'importance ou est-ce qu'il faut justement prendre le classement et après creuser? Yo-Yo, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport au essais libre, c'est-à-dire que chaque écurie, en fait, a son développement dans la saison et dans l'essai libre. Une Red Bull, qui est une voiture bien constituée, va travailler, par exemple, sur le week-end de course pour la course en elle-même. Et une As va peut-être travailler pour développer d'autres éléments pour l'avenir. En sachant que quand on regarde l'essai libre, ou même une course, des fois, il y a des moments où il y a des pilotes qui ont une voiture. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a 4 voitures différentes, mais sur un week-end, tu peux avoir un pilote qui teste un nouvel élément, un nouvel aileron, une nouvelle suspension, et tu as l'autre qui a la voiture actuelle. Donc c'est très compliqué déjà de juger deux voitures au même moment et sur une seule écurie. Et je pense que le crédit à accorder, c'est vraiment sur le global, voir le nombre de tours qui ont été faits, voir aussi la distance, le gap par rapport au meilleur temps qui a été fait la saison dernière pour les qualifications. Et là, on peut se dire, bon, cette voiture-là, ok, elle tourne pour la course, ou celle-là tourne pour faire des évolutions dans le temps. Il faut également se dire que les essais libres, c'est fait à un temps donné. Donc, il peut pleuvoir pendant tous les essais libres et avoir du soleil pendant la course. Et là, toutes les cartes sont rebattues parce que, comme je le disais, là, c'est le gars qui était derrière son simulateur qui fait tout. Et pour moi, donc, je pense qu'il y a quand même deux écoles à ce niveau-là. Il y a l'école nouvelle génération simulateur et eux, ils font confiance aux chiffres. D'ailleurs, ça se voit que maintenant les ingénieurs essayent des fois de contredire leurs pilotes qui vont dire ah ben ils ont un feeling et l'ingénieur il va dire ah ben moi non non c'est reste comme ça c'est parce qu'on a nous est un Hamilton ou un Alonso qui a l'expérience du circuit et là on voit que c'est des pilotes qui savent ce qu'ils doivent faire quand il pleut ou que lorsque les conditions sont différentes par rapport aux essais à Hamilton tu peux le voir tout en bas de classement Alonso aussi et le voir très très en haut ou inversement parce que justement ils avaient un certain feeling lors des essais qu'ils n'ont pas eu dans la course. Ok, très bien. Merci pour cet avis. Et toi, Alex, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je pense que les essais libres sont pas vraiment représentatifs. Je pourrais citer un Grand Prix qu'on a eu, c'était Miami, Ricardo qui avait fait P4, il me semble, et qu'ensuite en course, ça a été l'inverse, en étant en bas du classement. Et surtout, en fait, je me dis que des essais libres, on a souvent des pilotes qui ne font pas la première essai libre et qui laissent des nouveaux pilotes faire une première séance pour voilà, les faire passer justement du simulateur à une vraie Formule 1. Il y a un gap, on a vu Olivier Berman qui a pris d'un coup la place de Sainz. Arriver en plus sur un circuit compliqué et tout déchirer, je trouve ça exceptionnel. Et en fait, tu vois que une personne qui n'a fait que 2 séances d'essai libre versus 3 comparé aux autres, ça veut rien dire, puisque après elle peut terminer P8, là où en fait normalement elle aurait dû, en équivalence de classe, peut-être terminer
11e, 12e ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pour ça que ça veut pas forcément dire quelque chose, surtout avec les F1 modernes d'aujourd'hui. Avant, je pense que ça donnait un ton, les essais libres, dans la qualification. Aujourd'hui, comme il y a, enfin, j'ai envie de dire, il y a moins de pilotes, enfin, il y a quand même du pilotage, mais il y a moins de pilotage et c'est plus les réglages à faire pendant un tour de qualification qui sont différents de l'essai libre. Bah, en fait, c'est un tout autre univers. Il y a un énorme gap qui se creuse et c'est pas du tout déterminant dans la place de la qualification et de la course, puisque également, il y a tellement de facteurs qui peuvent arriver entre-temps, comme la pluie, un accident qui rebat du coup, enfin qui fait que ça, même si tu as fait ton setup, bah, le fait que tu sois un peu ta monoplace, si elle soit abîmée, bah, ça peut jouer sur X ou Y. Bref. Donc du coup, apprendre avec des grosses pincettes cette partie essai libre. Et maintenant, on habitue, j'ai envie de dire, avec la partie Red Bull de bon, bah, on sait quoi qu'il arrive qu'un Red Bull, si on les voit pas forcément dans le top 3, top 4, on sait qu'en qualif, ce sera complètement autre chose, quoi. Ouais, ça c'est aussi le charme des week-ends de Formule 1. C'est qu'on peut tout Tout à suivre. fait. Mais c'est valable pour tous les sports auto. D'ailleurs, en fait, en général, enfin, je sais pas si vous me l'accordez, mais ce qu'on dit, c'est que quand vous allez voir un Grand Prix, vous allez avoir en fait s'il y a 3 essais, vous allez avoir les essais 1 et 2, où on va essayer de trouver un peu les limites et tester des nouvelles choses pour la voiture. Et les essais 3, où c'est surtout pour faire du roulage et pour voir si tout va bien. Et c'est là où il y a le minimum de risque qui est pris, parce que juste après, vous avez les qualifications. Et donc, Ouais. on en a vu certains tenter des trucs où ça s'est pas très bien passé en F3 et après, il faut réparer en catastrophe pour la qualification. Et j'ai envie de dire aussi, enfin, mine de rien, ça change. Effectivement, si je devais dire la finalité, c'est que ça veut rien dire, mais à la fois maintenant ça change, dans le sens où comme on a maintenant les formats sprint, on n'a qu'une séance d'essai libre et ensuite sprint qualif, bah du coup, soit tu as trouvé ton feeling à la fin des premiers essais libres parce que tu as pu rouler, faire X kilométrage, etc. avec ton setup, soit bah, tu as eu un problème, ça t'a plombé toute ta séance d'essais libres et ensuite bah, tu dois tout donner au sprint sans avoir eu de feedback parce que tu n'as pas eu cette confiance ou ces choses comme ça pendant une seule séance d'essai libre, surtout une, où en fait on sait très bien que la séance d'essai libre 1, en général, c'est avec tous les équipements qu'on a mentionnés, et aussi bah, tu as beaucoup de tests qui sont faits en interne, des retours pilotes, etc. Et pour moi, c'est pas suffisant, une essai libre à ce moment-là, peut-être deux, juste pour pouvoir être assuré sur la première, et ensuite aller directement sur les sprints. Mais bon, comme à ce qui paraît, on va en avoir beaucoup maintenant, Ouais, là il y aura du talent, et Et je donc vais dans le plus de sens sièges. d'Alex, parce que quand, alors on oublie peut-être, mais une voiture, quand il y a 2-3 semaines d'écart entre chaque Grand Prix, en 2-3 semaines, on ne démarre pas la voiture. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait en essai libre, c'est voir si ta voiture démarre, regarder les constantes si c'est les bonnes, remettre un peu tous les ingénieurs dans le bain, les mécaniciens, comment bien ben, les s'échauffer pour faire des changements, les arrêts au stand, etc. Donc, un essai libre, c'est passé. Et moi, il y a un truc que j'aime bien, enfin, un jeu qui illustre tout ça. Je suis désolé, mais c'est F1 Manager. Quand vous envoyez votre type en essai libre et vous voyez que votre jauge n'augmente pas parce que ça fait un certain temps qu'il n'a pas roulé ou ne connaît pas le circuit, et ben c'est très bien illustré. On voit le gap qui est creusé un peu entre les pilotes et le jeu. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner, mais et aussi tu soulignes très bien le rôle des équipes aussi, de bien s'entraîner. On l'avait mentionné lors du focus qu'on avait fait sur McLaren, mais ils le montrent très bien sur leurs différents comptes sur les réseaux sociaux. Quand le jeudi ils arrivent sur le circuit, tout le monde s'entraîne, ils poussent des voitures. Donc en gros, il y a un mécano qui est dans la voiture et il la pousse au stand pour essayer de faire les changements le plus rapide. Enfin, on voit qu'il y a un véritable entraînement et les essais libres, ça sert aussi à ça, à se mettre en condition de course. Donc on voit que c'est un véritable travail d'équipe pour vraiment renvoyer de la data. Mais oui, tu fais très bien de souligner que aussi en situation de management, des fois ça peut être compliqué si tu t'entraînes pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, messieurs, sur le format des essais? Je pense qu'on est tous convaincus sur l'utilité des essais libres et comme on vous le disait, de regarder, de pas s'arrêter juste au classement, mais de regarder aussi combien de temps a roulé le pilote et quel réglage il a fait. Est-ce que vous avez des choses à préciser pour nos auditeurs? Moi, je dirais aux auditeurs de regarder l'essai libre. C'est bête, mais alors certes, c'est pas de la performance pure de comme on le dit tout à l'heure, mais ça permet de voir des innovations, des choses en test, des choses que tu verrais pas en grandeur nature ou pas une course, quoi. Faut pas s'arrêter à la course.
essais libres, ça aussi fait le charme. Le DAS, comme disait Alex, si on regardait pas les essais libres, on n'aurait pas pu voir. Les images que tu montres tout à l'heure avec la soufflerie, quand on peut comparer différentes voitures qui le font en même temps, on peut voir que telle voiture a plusieurs capacités à tel endroit. On peut voir un aileron qui est testé un jour et l'autre jour qui n'est pas testé. Et ça permet vraiment d'apprendre comment fonctionne une F1 et voir vraiment les tenants et aboutissants de chaque changement qui sont faits. Ouais. Et j'irais même dans ton sens en disant que des fois aussi, c'est la seule course que tu vas voir du week-end. Je me souviens de mon week-end à Spa, quand il y a eu la course annulée. J'étais bien content d'avoir fait les essais libres et les qualifications. Ça, j'avais kiffé. Non, mais en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a quand même une bonne 45 minutes où tu vois des voitures tourner sans arrêt. Et c'est quand même super cool à suivre. Et c'est une bonne ambiance parce qu'il y a largement moins de monde que le week-end de course. Donc si jamais vous allez à un Grand Prix de Formule 1 ou même d'autres sports auto, n'hésitez pas à faire toutes les séances de qualif, les essais libres et en plus la course, parce que ça vous donne aussi toute la dimension de la vie d'un paddock pendant le week-end. Et ben merci messieurs pour ce sujet focus qu'on peut refermer.